Bonjour, je m'appelle Agnieszka Barbara-Gausa et je voudrais vous inviter à ma présentation sur les mots d'amour en 6 langues. Alors, on commence. Donc, je me suis posé la question, quelle langue est la plus romantique, sexy, douce, tendre? Et j'ai, décidé d'analyser 6, parmi 9 langues que je connais. Donc aujourd'hui, je vais d'abord me présenter et dire un peu mon parcours. Après, on va faire un petit pari et ensuite, on va passer aux mots d'amour en 6 langues pour enfin trouver les grands gagnants et laisser le temps pour vos questions. Donc, je suis polonaise et j'ai fait la maîtrise en lettres, en linguistique, plus précisément. J'adore apprendre, je connais, 9 langues, donc c'est le polonais, le français, anglais, espagnol, italien, le, portugais du Brésil, l'allemand, l'hébreu et l'ukrainien. J'adore aussi voyager. J'ai vécu dans pas mal de pays, en Europe et dans le monde entier, entre autres en Pologne, en Suisse, en France, en Allemagne, en Suisse, en France, en Belgique, en Angleterre et au Mexique et au Brésil. Et j'adore danser et j'adore faire de la cuisine. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon classement personnel et des langues les plus romantiques selon moi, basé sur mes expériences. Mais tout ceci, bien sûr, avec un grand clin d'œil. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas très au sérieux ce que je veux dire. Ce n'est pas une science exacte. C'est juste, ce sont juste mes expériences, mes observations, mes réflexions et donc j'espère que personne ne va se sentir vexé. C'est pas mon objectif. Mon but, c'est de vous présenter et partager avec vous un point de vue et de rigoler un peu. Donc voilà, le grand pari et je voudrais vous poser la question: quelle langue est la plus romantique selon vous parmi les 6 langues qu'on a ici? Donc on a l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais et le polonais. Donc là, pour le moment, s'il vous plaît, juste, choisissez-en une et gardez-la, en secret pour le moment. On va revenir à tout ça par la suite. Donc voilà, là, ça y est, c'est le grand moment. On commence notre tour du monde linguistique et on commence, d'abord avec l'anglais. Donc, l'anglais est bien présent dans les chansons d'amour, dans les films romantiques. Bon, l'anglais est partout, en gros. Et puis, malheureusement, je trouve que certaines expressions, on les a entendues tellement fois qu'on n'y croit plus. Comme par exemple, I love you baby, love me tender, le possessif be mine, ou bien encore I can't live without you. En ce qui concerne le français, je trouve que c'est une langue, très raffinée et créative en tout ce qui est des expressions, amoureuses et affectueuses. Le français, semble être la langue d'amour, par les francophones et francophiles. Mmh, Moi, personnellement, j'aime bien la gradation des sentiments en français, c'est-à-dire, le passage, en commençant par «je t'aime bien», par «je t'aime beaucoup», en arrivant à «je t'aime» et là, ce qui est bien intéressant, si on ajoute «beaucoup», ce qui normalement devrait amplifier,
une chose, là, on a l'effet, contraire. Donc, je t'aime beaucoup et en fait, moins puissant que je t'aime. Donc ça, c'est ma petite, curiosité d'observation et on a l'expression que j'aime beaucoup, c'est «je t'adore». C'est un peu un passe-partout, une expression qui est bien diplomatique, qui passe, dans plusieurs contextes. Heu et ce qui est intéressant et intriguant en même temps, c'est la différence très, subtile entre «je t'aime» et «je suis amoureuse». Je vois que c'est pas, traité de la même manière dans toutes les langues. Je vais revenir à ce sujet, quand je vais parler, du polonais. En français, on peut aussi, toucher un certain degré de folie, donc je peux être folle de quelqu'un et malheureusement, en français aussi, on trouve des expressions qui sont un peu overdosées ou usées, telles que «Ne me quitte pas» ou «Je ne peux pas vivre sans toi». Ensuite, on passe à l'espagnol et donc j'ai eu la chance d'avoir des amoureux, internationaux et j'ai adoré que mon amoureux mexicain, m'appelait avec toute une variété d'expressions. Les hispanophones, en général, je trouve, sont très, très, très créatifs en ce qui concerne les mots affectueux. Hem, Ils ont un grand choix des substantifs ou des expressions pour appeler leurs personnes bien-aimées, telles que mi cariño, mi corazón, mi amor, mi cielo, mi vida. Et ce qui ça veut dire à peu près, chérie, mon amour, ce sont des équivalents. Et en français, existe une gradation intéressante, de la grande déclaration d'amour. Donc on a une expression «te quiero» avec laquelle on commence un peu notre histoire d'amour. Te quiero c'est un peu sans compromis, donc on peut le dire facilement et rapidement. Mais quand la relation devient plus sérieuse, on passe à «te amo» qui donne une grande, degré d'exclusivité. C'est vraiment quelque chose de plus profond, qui vient du fond de notre cœur et on dit pas ça à tout le monde. Et puis en espagnol, on trouve aussi certaines expressions, très, très populaires qui ont perdu malheureusement de leur charme, telles que «No puedo vivir sin ti», «Bésame mucho». Et puis on passe à l'italien. L'italien, est aussi une langue très créative et très expressive. Il y a beaucoup d'exclamations. Moi particulièrement, j'aime bien l'exclamation piccola. Je ne sais pas si c'est parce que je suis grande, donc du coup, j'aime beaucoup me sentir petite. Et j'ai bien aimé quand mes, amateurs italiens m'appelaient piccola. Une autre, expression très, très intéressante, c'est à mon avis, c'est «ti voglio bene». Donc, «ti voglio bene», c'est quelque chose qui exprime un sentiment entre «je t'aime beaucoup» et «je t'aime». C'est un stade en plus. Et ce qui est sympathique avec cette expression, «ti voglio bene», c'est qu'on peut l'utiliser dans plusieurs contextes. On peut le dire à un ami, du même sexe, d'un sexe opposé. On peut le dire à un membre de famille
Eh bien, évidemment, on peut le dire à notre futur copain, copine. Donc, il y a assez de flexibilité d'usage. Et puis là, on passe à mes expressions avec une grande histoire. Donc, c'est une phrase, je vais lire la traduction en français. «Je voudrais être une larme pour naître de tes yeux, vivre sur ton visage et mourir sur ta bouche». Alors, quand j'ai entendu cette phrase la première fois en italien, j'étais vraiment impressionnée et émue. Mais, quand je l'ai entendue une deuxième fois, de la bouche d'un autre monsieur, ça n'a plus fait, le même effet. Et quand je l'ai entendu, la troisième fois, j'étais un peu énervée et la quatrième fois et la fois suivante, j'étais vraiment, vraiment dégoûtée. En plus, il se trouve que c'est une citation de Jim Morrison. Là, on passe au portugais brésilien. Donc, j'ai vécu aussi une, histoire d'amour avec un Brésilien, qui me disait toujours: meu amor, amor», donc ce qui veut dire «mon amour, amour». Et je trouvais ça un peu monotone. Donc je lui posais la question: «Est-ce qu'au portugais du Brésil, on peut appeler notre bien-aimé, d'une autre façon?» Et puis il a réfléchi un peu et il a dit: «Non, on dit juste meu amor. Éventuellement, on peut dire mort». Moi, j'étais stupéfaite et c'est tout. Et donc comparant à la créativité, des Espagnols ou des hispanophones, je trouvais que c'est vraiment peu. Mais pour compenser, le portugais du Brésil a un mot bien particulier, qui n'existe que 2 langues, sur terre à ma connaissance, et ce mot c'est saudade. Donc saudade, c'est une expression du manque, affectueuse. Donc si quelqu'un nous manque, on peut dire saudades de você. Mais on ne peut pas le traduire littéralement, «tu me manques», parce que cette expression, ça serait, «sinto sua falta», donc c'est pas vraiment ça. Et dans cette expression, il y a la personne qui parle et l'objet qui change de dynamique. Et puis, on pourrait, l'expliquer comme: «Je sens un manque, de toi». Donc je pars, moi je suis le sujet et l'objet, c'est toi. Donc ça c'est un peu différent que dans «tu me manques». Et voilà. Et au portugais, des fois, il arrive que des mots apparemment péjoratifs signifient quelque chose de très, très positif. C'était un de mes chocs culturels au Brésil parce que, comme une fois un Brésilien m'a dit: «Achou você uma barata», et j'avais envie de lui donner une gifle de suite. Mais il le disait avec une expression de visage, plein d'affection, pleine d'admiration, donc je comprenais absolument rien. Pourquoi je me suis sentie offensée? Et parce que, uma barata, ça, bon 3 significations. Moi, à l'époque, j'en connaissais que 2. Donc, barata, ça peut dire, quelque chose bon marché. Et uma barata, c'est aussi un cafard. Donc, pour moi, c'était loin d'être un compliment, comme vous pouvez l'imaginer. Mais, cette expression, uma barata, ça peut avoir une troisième signification et qu'on, l'utilise dans ce contexte, donc acho você uma barata, ça veut dire quelque chose comme acho você é legal, ce que veut dire: «Je pense que tu es très cool».
Donc ça change pas mal d'interprétation suivant le contexte et la signification donnée. Une autre exemple, de ce type, c'est l'utilisation du mot «foda». Donc «foda» normalement, c'est un mot vulgaire, qu'on peut exprimer le mieux avec l'équivalent anglais, fuck. Donc j'ai entendu une phrase, ou j'ai lu une phrase, qui était la suivante: «Ella è foda». Donc pour moi, c'était: «Elle est, la baise, she's a fuck». Donc je savais pas comment l'interpréter. En plus, c'était un mari qui, disait ça de sa femme bien-aimée, donc de nouveau un autre, choc culturel. Mais c'est un peu, le même cas de figure que, Uma Bahata et cette expression, cette phrase, ça veut dire aussi que sa femme, elle était, très cool, qu'elle gérait, qu'elle était, puissante, incroyable. Et puis un autre, exemple curieux, un contre-exemple de ce qu'on venait de dire, c'est l'utilisation du mot bellezza. Donc bellezza, en soi, c'est un mot très joli, donc ça veut dire beauté, mais c'était tellement utilisé que ça entrait dans le langage courant, comme OK, comme une sorte de confirmation, mais malheureusement, dans la plupart des cas, c'est utilisé dans un contexte péjoratif. Donc je vous donne un exemple. Donc des fois, ça m'est arrivé avec mon amoureux brésilien qu'on avait une dispute et puis, il n'était pas d'accord avec moi, mais il voulait plus parler, se disputer et tout ça et du coup, il voulait finir la conversation. Donc pour ceci, il utilisait bellezza et c'était comme pour couper, pour dire: «OK, c'est bon, on finit». Donc donc voilà. Et donc mon expérience est telle qu'au Brésil, avec la langue, on peut utiliser les mots qui paraissent, péjoratifs dans un contexte, positif et l'inverse, donc les mots, positifs dans un contexte, négatif. Ensuite, on passe au polonais. Donc le polonais, c'est ma langue, maternelle. Je suis polonaise et j'aime bien ma langue, pour quelques aspects. Donc premièrement, je voudrais vous parler de la différence entre zauroczony et zakochany. Donc ce sont des états quand quelqu'un est engouemé et amoureux. Donc j'ai mentionné un peu ce sujet, quand on a parlé du français. Donc il me semble, j'ai senti que les Français, heu, ils aiment, ils aiment une personne, heu et c'est comme si l'état d'être amoureux vient au même moment ou un peu après qu'on passe à l'amour pur et dur. Et par exemple, en français, on peut ne plus être amoureux et du coup, ça veut dire qu'on n'aime plus la personne. Tandis qu'en polonais, les choses se passent un peu d'une autre manière. Nous, on a aussi des grades, des états amoureux, mais on les compte différemment. Donc, au début, on aime quelqu'un, donc c'est lubić. Après, on peut être sous le charme de quelqu'un, donc on est, zauroczony. Mais ça ne veut pas dire qu'on est encore, dans l'état amoureux. Donc, on peut penser beaucoup de cette personne, mais c'est encore assez subtil, assez léger. On peut être aussi zauroczony par, par un lieu ou par une personne
plus âgé. Ça doit pas forcément finir, en amour, en relation, en disons homme-femme, plus intime. Et après, de l'état de zauroczony, on peut passer à l'état de zakochany, donc amoureux. Donc pour nous, être amoureux, c'est quelque chose entre, c'est un passage, d'être qu'on, aime bien quelqu'un et on arrive à aimer quelqu'un. C'est quelque chose entre 2, un peu comme ti voglio bene, si on veut dire en italien. Et par contre, ce qui est, intéressant, en polonais, souvent quand on aime vraiment la personne, on n'est plus d'amoureux, d'elle. Parce que c'est comme si on comparait des états d'amoureux, aux états de, d'évolution, humaine. Donc, si on veut dire bien, on peut dire qu'être amoureux, c'est un peu comme être adolescent, donc c'est un peu farfelu et fugueux et un peu ouh. Et puis après, quand on est plus mature, on est adulte, du coup, on aime. C'est quelque chose de plus profond, plus mature. Donc, on peut bien aimer quelqu'un et ne plus être amoureux. Et c'est très positif en fait, parce que ça veut dire en polonais qu'on a passé d'un stade un peu immature, des papillons dans le ventre et d'un stade d'une petite obsession de la personne à quelque chose de plus posé, plus sérieux, plus mature. Donc voilà, donc en polonais, on peut ne plus être amoureux et aimer, et en français, si on n'est plus amoureux, on n'aime plus, d'après ce que j'ai compris. Et là, on passe à tęsknota i tęsknić. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous ai parlé pendant l'analyse du brésilien, du portugais brésilien, qu'on a le mot saudade et que ce mot existe qu'aux deux langues sur Terre à ma connaissance. Donc, cette deuxième langue, c'est le polonais. Donc, on a l'équivalent de saudade qui est tęsknota, c'est aussi un substantif, mais nous, les Polonais, on est allé un pas plus loin et puis on a créé un verbe là-dessus. Donc, on peut tęsknić. Ja mogę tęsknić do ciebie. Et donc, moi, je peux sentir cette manque pour toi. Et de nouveau, c'est pas possible de le traduire d'une manière exacte au français, ni en anglais, ni dans une autre langue, malheureusement. Mais voilà, donc on peut voilà, exprimer ça à 2 manières, avec un substantif et avec un verbe. Et ensuite, ceux qui connaissent le polonais savent qu'on est très créatif en ce qui concerne les diminutifs des prénoms. Donc mon premier prénom, c'est Agnieszka et on a un diminutif officiel qui est Aga, mais ça n'empêche pas d'en créer d'autres. Donc, on est très créatif là-dessus et par exemple, de mon prénom Agnieszka, on peut créer Agusia, Agus, Agnieszka, Agulana, bah, c'est presque sans limite. Et on ne s'arrête pas là. Nous, on aime bien la diminutive, des formes affectueuses, donc on l'utilise dans la vie de tous les jours et même on transforme des noms des objets de tous les jours en diminutif. Donc pour vous donner un exemple, par exemple, le mot, nuage, en polonais, c'est chmura, mais on peut le dire d'une manière plus affectueuse, et ça serait, chmurka. Pareil avec le soleil, słońce, et on peut dire słoneczko, qui est d'ailleurs aussi une manière affectueuse de parler de quelqu'un, de notre être bien-aimé. Et pareil, on peut dire le ticket, c'est bilet, on peut dire bilecik. Donc voilà, on est assez créatif là-dessus.
Donc voilà, là on a passé par l'analyse, personnelle et des 6 langues et puis là, je voudrais vous présenter mes gagnants. Donc on a 6 places et puis, la dernière place, le dernier prix, je l'attribue au Brésil, au Portugais brésilien. Malheureusement, cette petite note, c'est dû au fait qu'il y a cet utilisage des mots jolis en contexte négatif et vice versa qui pour moi est assez choquant. Le 5e prix, c'est l'anglais. Bon, le pauvre anglais et je pense, c'est pas la faute de l'anglais en soi, c'est juste qu'il est tellement utilisé et qu'il devient usé et le pauvre, il a perdu tout son charme et on n'y croit presque plus quand quelqu'un nous dit: «I love you». Et ensuite, je place l'italien, donc là, mon italien, il a perdu à mes yeux à cause de ces magnifiques, phrases romantiques et poétiques répétées à maintes reprises. Et la 3e place, c'est le français. Je vais dire mes arguments un peu plus, par la suite. Le 2e prix, je l'attribue au l'espagnol à l'espagnol et puis le dernier prix au polonais. Et puis là, je voudrais dire tout de suite que c'est pas parce que c'est ma langue maternelle, mais il y a d'autres facteurs qui ont joué là-dessus et je vais les présenter tout à l'heure. Donc voilà, le premier prix, au polonais. Pourquoi? Là, il y a 3 arguments qui ont compté. Le polonais et principalement, j'aime bien cette gradation d'amour, la créativité sans limite, en ce qui concerne les diminutifs des prénoms et aussi les diminutifs des noms de tous les jours et l'argument, le plus principal pour moi, c'est, le verbe "tänsknit". C'est vraiment quelque chose, très particulier qui est rare. Bon, à ma connaissance, ça n'existe pas dans aucune autre langue. Le 2e prix, qui va à l'espagnol, là, je l'attribue ce prix grâce à la gradation d'amour, te quiero, te amo et grâce au fait qu'il y a beaucoup de surnoms, mignons tels que cariño, mi vida, mi cielo. Et le français, donc ce qui me touche, au français, c'est la grande, finesse et des gradations des sentiments. Je t'aime, j'aime beaucoup, je t'adore et on se et cetera. Et puis, la petite conclusion, je pense que de toute façon, ça vaut la peine d'apprendre des langues parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais à quel moment elle pourrait nous être utile. On va passer aux questions. Donc, ici, on a quelques questions. La première, y a-t-il d'autres langues où il n'y a pas de traduction littéraire de love? Comme en néerlandais où l'on dit, bon, là je n'arrive pas à lire en néerlandais, mais littéralement, je tiens de toi pour signifier je t'aime. À ma connaissance, là, je vous ai présenté les langues que je connais le mieux. Je ne sais pas si on pourrait évoquer encore une fois l'expression italienne ti voglio bene, qui est un peu proche de je tiens à toi, euh, mais avec un accent de vouloir bien à la personne, de presque l'aimer.
Mais merci de partager cette jolie expression en néerlandais, je la connaissais pas, donc c'est très joli heu, d'exprimer l'amour en disant que je tiens à toi. Je l'aime beaucoup, merci beaucoup. Et là, il y a une deuxième question. Avez-vous entendu parler de la statistique selon laquelle la plupart des chansons qui remportent l'Eurovision sont des chansons d'amour de type feel good? Oh! Merci beaucoup, pour ce partage. Donc je ne le savais pas, j'ai pas suivi des statistiques de l'Eurovision, mais c'est bien intéressant et je je vous remercie infiniment de ce partage. C'est bien intéressant de en fait, là, vous me donnez une idée de étudier un peu la statistique des chansons d'amour, peut-être voir quels mots sont les plus utilisés dans chaque langue. Ça pourrait être aussi sympa comme une petite étude. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que vous avez plein de bonnes expériences avec des mots doux et tendres dans plusieurs langues. Et puis, dans ce cas-là, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup.